La première règle, et la plus fondamentale, c'est de considérer les faits sociaux comme des choses. La phrase est d'Émile Durkheim. Elle est extraite des règles de la méthode sociologique, un ouvrage paru en 1895 qui allait bouleverser les sciences sociales. Salut! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir celui qui est souvent présenté comme le père de la sociologie française, c'est Émile Durkheim. En 3 ouvrages fondateurs de la division du travail social, les règles de la méthode sociologique et le suicide, il a posé les bases à la fois de la sociologie comme science et aussi d'une analyse sociologique de l'intégration sociale. Pour Émile Durkheim, l'objet de la sociologie, c'est d'analyser les faits sociaux qu'il définit comme des manières de penser, d'agir et de sentir qui existent en dehors des consciences individuelles. Ils sont dotés d'un pouvoir de coercition à partir duquel ils s'imposent aux individus. Un fait social, c'est donc une action ou une pensée qui respecte 2 conditions. La première est qu'un fait social doit avoir une origine sociale. Le fait, par exemple, de se dire bonjour tous les matins est un fait social dans la mesure où c'est un comportement socialement codifié, valorisé et partagé par les membres d'une société. La seconde condition, c'est que la société fasse pression sur l'individu pour imposer cette action. Si je reprends le même exemple, le fait de ne pas respecter les règles de politesse se traduit en général par une réprobation, voire carrément par une mise à l'écart de l'individu par le groupe. Le champ de la sociologie est très vaste parce que tout ce qui est partagé ou influencé par les membres d'un groupe, que ce soit les idées, les façons d'appréhender le monde ou les comportements, tout cela est du ressort du sociologue. Même ce qui en apparence relève d'un choix purement individuel, comme par exemple le suicide, est en fait un fait social, parce que cette action, qui semble personnelle, est en réalité influencée par le groupe social d'appartenance. Et de fait, le suicide ne se produit pas de façon aléatoire dans la population. Durkheim montre qu'à son époque, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, les hommes, les célibataires, les citadins et les personnes athées se suicident plus que les autres. Ils le font pour des raisons sociales, que je vous laisse découvrir dans le livre. Pour Durkheim, l'analyse scientifique des faits sociaux nécessite de respecter 2 règles fondamentales. La première, c'est de considérer les faits sociaux comme des choses, et donc de rompre avec les prénotions, c'est-à-dire avec le sens commun, avec les idées non scientifiques, qui sont souvent admises par les membres d'un groupe social, sans jamais vraiment les avoir réfléchies. Par exemple, le suicide est un phénomène qui relève exclusivement de la psychologie individuelle. Eh bien, c'est une prénotion. S'il veut étudier le suicide, un scientifique a l'obligation de mettre de côté ses opinions personnelles et ses idées toutes faites sur le sujet. La deuxième règle, c'est d'expliquer un fait social par un autre fait social qui lui est antérieur. Le sociologue ne doit pas expliquer un fait social par des faits extérieurs à la sociologie. Par exemple, Durkheim rejette les explications du suicide largement répandues à son époque en termes d'hérédité ou de faiblesse de caractère. Il pense au contraire que la cause d'un fait social doit être recherchée parmi les faits sociaux antérieurs que sont entre autres le statut matrimonial, le rapport à la religion ou le lieu d'habitation. Et finalement, derrière tout ça, il y a le degré d'intégration sociale. L'intégration sociale, c'est pour Durkheim la capacité d'une société à créer du lien social, c'est-à-dire à fabriquer des relations sociales intenses qui rapprochent les individus et limitent les effets potentiellement destructeurs des divisions sociales. Sur ce sujet, Durkheim s'est intéressé à la division du travail. Il montre que la division du travail qui caractérise nos sociétés industrielles est à l'origine d'une nouvelle forme de solidarité qui nous différencie des sociétés paysannes traditionnelles. Durkheim distingue donc les sociétés à solidarité mécanique des sociétés à solidarité organique. Dans les sociétés à solidarité mécanique, c'est-à-dire les sociétés traditionnelles à faible division du travail, comme par exemple les sociétés paysannes dont je viens de parler, le lien social repose sur une grande ressemblance entre des individus qui partagent une même culture et un même mode de vie. Dans les sociétés à solidarité organique, c'est-à-dire les sociétés modernes
à forte division du travail, comme par exemple la société industrielle, eh bien là, le lien social repose sur la complémentarité des individus. Par exemple, un employé, son patron et le médecin ont chacun besoin des deux autres pour vivre. C'est un peu comme dans un corps humain dans lequel les organes sont différents, mais participent tous à la vie et à l'équilibre de l'organisme. Durkheim qualifie ce lien social d'organique. La division du travail favorise l'individualisme et en même temps crée du lien social. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste de Durkheim? D'abord, les premières bases d'une démarche scientifique, véritablement scientifique. Ensuite, des pistes de réflexion sur une interrogation qui continue encore aujourd'hui à agiter la discipline. Comment des individus qui veulent être libres de leur choix peuvent-ils vivre ensemble? Comment ça marche tout ça? Qu'est-ce qui nous lie? L'intérêt de Durkheim pour le lien social fait de lui un sociologue qui est toujours d'actualité, en particulier en France, qui est le pays toujours inquiet de la fragilité de la cohésion sociale. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire Durkheim. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Salut!